Vivant, et il est 20h à Kinshasa, même heure à Mwanda, la ville côtière. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 1er août 2025. Vivants et morts, il reste nos parents. Journée nationale des parents, ce 1er août, nous les avons honorés. Un coup de balai sur la tombe, un doux sourire avec les enfants. Les liens de parenté sont raffermis. 1er août, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur l'état des hospices de vieillards. Le 2 août, c'est déjà demain, un triste anniversaire et une sombre célébration de la 3e édition du Génocoste. Souvenir déchirant, image d'une atrocité innombrable. Les activités de commémoration sont au programme. Des intellectuels et autres chercheurs réfléchissent sur la reconnaissance internationale, la réparation par le FONAREV. Le déclic est donné. L'invité dans ce journal y reviendra avec force de détail. Coup de filet sur l'axe poids lourd. La patrouille mixte RDC-PNC met hors d'état de nuire 747 personnes, des sacs, des chanvres, des bidons d'alcool indigènes saisis. Nous y revenons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Chaque 1er août en République démocratique du Congo est une journée symbolique qui est consacrée aux parents vivants et disparus, permettant aux familles de se recueillir et de témoigner de leur attachement aux racines, parfois dans l'intimité des foyers, parfois dans le silence des cimetières. Entre recueillement et mémoire, la journée du 1er août 2025, la capitale l'a vécue selon différentes sensibilités. On fait le point avec Gaëtan Magalano. En ces 1er août, la RDC commémore la fête de parents, de vivants et ceux qui sont dans l'au-delà. Et ces moments de recueillement et de reconnaissance posent la problématique de la prise en charge de parents, surtout ceux du 3e âge. La part de l'État, la viabilité de hommes de vieillards, parents aveugles et lits domicile au croisement de Zuilerie et Triomphal pour Mondier, sont-ils finalement les oubliés de la société? Certains visitent de tombes pour les entretenir, une manière de faire montre de leur attachement aux parents partis. De tombes qui cohabitent parfois avec de vivants dans une anarchie totale foulant aux pieds le caractère sacré de mort. Le 1er août institué pour valoriser le parent interpelle notre conscience au sujet de nos géniteurs. Le 1er août, c'est un véritable moment de gratitude envers nos parents vivants et disparu. C'est pour certains l'occasion de refaire leur deuil, mais aussi d'effectuer l'entretien aux alentours des tombes. Si dans d'autres cimetières, des marchés de fleurs et autres vendeurs ambulants trouvent une belle occasion d'augmenter leur chiffre d'affaires, dans quelques cimetières, la spoliation bat son plein avec des constructions érigées sur des terres autrefois réservées aux sépulcres. Anastasie Doumbou. Le 1er août, très tôt le matin, enfants et parents sont allés visiter le cimetière où reposent les âmes de ceux qui ont quitté ce monde pour honorer leur mémoire. Un train de sarclage et autres matériels en main, tout était là pour nettoyer et rendre salubres les tombeaux, dernière demeure de ces êtres chers. Les souvenirs avec douleur de séparation ne retiennent pas leurs larmes. C'est toute la consternation répétée. La symbolique est très nécessaire de venir déposer une gerbe de fleurs et de prendre soin de leur tombeau, de penser à ceux qui nous ont quittés. Je m'inscris dans la journée où il faudrait quand même reconnaître ceux qui nous ont quittés et venir un peu entretenir l'endroit, essayer de partager dans le passé la circonstance qui a eu lieu. Alors ça nous interpelle, nous devons nous préparer dans cette vie, parce que nous ne sommes que de passagers. Nous devons nous préparer, parce que lorsque nous serons morts, lorsque nous serons enterrés, que l'on puisse être dans les bonnes conditions, qu'on puisse être accueillis dans le paradis. Les fleurs, gestes d'affection ont été déposés pour perpétuer le revoir. Quelques-uns qui sont passés par les cimetières de la Gombe ont réitéré le sens de cette journée et les gestes posés. Tout à fait autre chose à présent à Genève, à la 6e conférence des présidents du Parlement organisée par l'Union parlementaire qui a connu la participation des 2 chambres du Parlement congolais. Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat, a fait la restitution des grandes décisions prises lors de ces assises qui ont acté d'œuvrer pour la paix et la démocratie à travers le monde. Janine Kalinga.
C'est sur un engagement renouvelé à œuvrer en faveur de la démocratie, de la paix et du développement durable à travers le monde que les rideaux sont tombés sur la 6e conférence des présidents du Parlement à Genève en Suisse. Les 2 chambres du Parlement congolais qui viennent en appui à la diplomatie menée par le président de la République ont participé à cette rencontre internationale organisée par l'Union interparlementaire et axée sur un thème majeur. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Konde, chef de la délégation congolaise, revient sur le temps fort de ces assises. Le thème qui avait été retenu, c'était la coopération parlementaire et le multilatéralisme en faveur de la paix, la sécurité, la justice, mais aussi la prospérité des peuples. À côté de la diplomatie agissant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Parlement vient en appui avec sa diplomatie parlementaire. Donc c'était l'occasion pour nous d'abord de participer à ces grands échanges qui font un constat sur les problèmes au niveau mondial, les avancées et là où il y a des efforts à fournir. Pour les speakers de la Chambre des sages, cette rencontre de haut niveau était une occasion pour les 2 chambres du Parlement congolais de porter la voix du pays. Nous avons profité pour parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Sur cette question qui préoccupe tant nos populations, cette sécurité à l'est de notre pays et les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, notamment celui de Washington, les discussions de Doha, mais déjà tous les engagements qui étaient pris au niveau africain avec l'Union africaine, la facilitation, la SADC et l'EAC, de manière à ce que nous puissions avoir l'appui et l'accompagnement de l'UIP dans ces différents processus. Des représentants de l'ONU, des organisations internationales et de la société civile ont également pris part à ces forums parlementaires qui a débattu plusieurs thèmes majeurs. 2 capitales les plus rapprochées au monde, Kinshasa et Brazzaville, renforcent leur coopération transfrontalière en matière de sécurité et de défense. Les travaux conjoints se sont clôturés à Oyo, au Congo-Brazzaville. Les 2 ministres se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour la délimitation, la démarcation, gage d'une cohabitation pacifique entre les 2 peuples. Bobo Anan Mokonti. Pendant 3 jours, les délégations de 2 pays ont pris part aux travaux de la 11e session de la Commission spéciale Défense et Sécurité, République du Congo et République démocratique du Congo, ainsi qu'à la 10e session de la Commission technique mixte en matière des frontières. Ces assises ont été sanctionnées par plusieurs signatures d'actes, parmi lesquels un accord cadre de coopération transfrontalière, la signature du règlement intérieur de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que de feuilles de route pour la démilitarisation des îles disputées, l'opérationnalisation de points d'entrée officiels et la poursuite des travaux de démarcation sur une distance de 150 km dès septembre 2025. Cet instrument juridique de haute portée facilitera à promouvoir la coopération transfrontalière dans le respect du droit interne, du droit communautaire et des engagements internationaux. Parmi les avancées notables figure la signature d'une convention de coopération décentralisée pour la mise en place d'un marché forain transfrontalier entre Kwamont, Maïndombe en République démocratique du Congo et Ngabé, département du Poul au Congo-Brazzaville. Ces projets salués comme un exemple à suivre devraient renforcer l'intégration socio-économique et culturelle entre les communautés riveraines de la frontière. Les 2 ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité ont également signé les rapports ministériels de cette session, illustrant un engagement commun à faire aboutir les résolutions prises. Le message de Kinshasa et Brazzaville est clair: renforcer les mécanismes de dialogue, consolider la paix le long de la frontière commune et favoriser une coopération décentralisée, bénéfique aux populations locales. Les prochaines semaines seront décisives pour le passage de la parole en acte. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, une patrouille mixte RDC-PNC surprend plusieurs inciviques et délinquants. Les stupéfiants sont saisis et 747 personnes sont arrêtées et acheminées à la 14e région militaire dans le cadre de cette opération. Robert Ndaïtissé. Joli coup de filet des forces armées de la République et de la police nationale congolaise. 747 personnes, dont 27 femmes et plusieurs jeunes interpellés
Des bidons d'alcool indigène et 14 sacs de chanvre saisis. C'est le bilan de la patrouille mixte FARDC-PNC organisée dans les différents ports qui longent le fleuve Congo. Respectant la loupe les instructions de la haute hiérarchie militaire et policière, les commissaires divisionnaires, le général Israël Kantou Bakoulou et le général de brigade Thierry Ilunga, ont mené cette opération afin de sécuriser cette partie de la ville de Kinshasa. Pas de limite pour rechercher les inciviques. Olanda Bango, qui ne retransmet la Bango Yassou. Le mandat suprême a ordonné qu'il n'y a pas de tout ça là. Biso to kolembate, on a ciment, il y a des beko, il y a mboka, on a ciment, il y a mitinga, il y a bakonzi. Bao to kangilelo, zali, soki basika to kino bakina kusambisa bango. Atie bango bisika bakoma la bazonga malamu na communauté. Eza malamu. Mais ceux qui bazonga sur la communauté, avant qu'ils me colonge sila, bazonga sur sukuna. Ce bouclage est mené sur base de plusieurs renseignements bien fournis. Les forces de l'ordre sont allées à l'assaut pour maîtriser ces hors-la-loi qui sèment l'insécurité et le banditisme sur les avenues Poids Lourds, Flambeau et le centre-ville de Kinshasa. Les meneurs, bien connus, ont transformé les ports en refuge après leur forfait. Ces suspects ont été acheminés au quartier général de la 14e région militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Le Parlement israélien réitère sa volonté d'affermir ses relations avec le Parlement congolais. C'est ce qu'on peut retenir du tête-à-tête entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et son homologue israélien, Amir Ohana, à Genève en Suisse. Anim Balaka pour les détails. À la suite de leur précédente rencontre tenue le 2 mars 2025 à Jérusalem, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a retrouvé le jeudi 31 juillet à Genève son homologue israélien Amir Ohana pour un entretien en tête-à-tête en marge de la 6e conférence mondiale des présidents du Parlement de l'Union interparlementaire placée sous les thèmes coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. À cette occasion, les deux présidents de chambre ont salué les avancées enregistrées dans la mise en place du groupe d'amitié RDC-Israël ainsi que d'autres initiatives conjointes en matière de diplomatie parlementaire et de coopération bilatérale. À la demande de son homologue congolais, le président de la Knesset a exprimé sa disponibilité à faire office de trait d'union entre les exécutifs des deux pays en vue de favoriser l'émergence des passerelles de collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie et des industries extractives. La question des conflits armés en République démocratique du Congo et au Moyen-Orient a également retenu l'attention des deux personnalités qui ont réaffirmé leur engagement commun à la paix et à la recherche des solutions durables aux crises qui affectent leur peuple. Ils ont souligné certaines similitudes structurelles entre les deux conflits, lesquels appellent une mobilisation internationale accrue ainsi qu'une lecture lucide et concertée des enjeux sécuritaires régionaux au regard de leurs répercussions sur la stabilité globale. Les deux parlementaires se sont accordés sur la nécessité de capitaliser les acquis de cette 6e conférence mondiale des présidents du Parlement, en particulier en ce qui concerne les défis sécuritaires propres à chacun de leurs pays. À cet effet, une mission parlementaire de la Knesset à Kinshasa a été envisagée. Peu avant de quitter Genève, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a assisté à la session marquant la clôture de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements dont la prochaine session se tiendra en 2030. Et à Kinshasa, l'éveil patriotique doit faire son intégration au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans la phase de la réinsertion des jeunes démobilisés. La ministre de la Jeunesse et le coordonnateur du PDDRCS envisagent un partenariat dans ce sens et de son côté, le ministère du Développement rural et de PDDRCS projette une convergence stratégique pour la paix entre structures. Les responsables harmonisent les vues. Peggy Mukunda. Faire de l'éveil patriotique et de l'encadrement de jeunes ex-combattants un socle stratégique de la reconstruction nationale, c'est le but poursuivi par les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et les ministères de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Les responsables de ces deux institutions, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntangatita, et la ministre Noéla Ayega Nagato, viennent de poser des
les bases d'un partenariat opérationnel sur la réinsertion de jeunes démobilisés. Ils ont également affirmé leur volonté commune de transformer l'expérience post-conflit de jeunes ex-combattants en une opportunité de reconstruction individuelle et nationale. Jean-Dédié Désiré Tangatita a plaidé pour une collaboration renforcée avec le ministère de la Jeunesse afin d'intégrer le veille patriotique et le civisme dans le processus de réinsertion par le PDDRCS. Par ailleurs, une rencontre de haute envergure s'est tenue entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Tangatita, et le ministre d'État en charge du développement rural, Moindo Nzangi, dans le but d'initier un partenariat basé sur la formation professionnelle des démobilisés. Ces derniers bénéficieront désormais de l'expertise des patriciens des différents secteurs ruraux qui serviront d'entités pilotes dans l'apprentissage des métiers ruraux par les démobilisés qui pourront de même bénéficier de l'expérience pratique de ces agriculteurs pour la facilitation de leur réinsertion socio-économique. Le recrutement se fait tenant compte de la méritocratie, tels en substance les propos du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pendant qu'il procédait au lancement du processus de recrutement à l'École nationale de l'administration. Nadine Kilocho, Cédric Anina et Moké Maloma. Recrutement qualitatif et compétitif, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé le processus de recrutement de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Vous, futures candidates, je vous le dis, ne vous sentez jamais, mais alors jamais, exclu de ces processus. Ne vous auto-censurez pas. Cette administration a un besoin impérieux de vos talents. Mon ambition pour cette 10e promotion est donc claire. Voir sur la base intangible et non négociable de la méritocratie une augmentation nette, très significative du nombre de lauréates. Le talent n'a pas de genre et il est temps que nos promotions le reflètent pleinement. La parité serait bien évidemment l'idéal. Pour le directeur général de l'ENA, le lancement officiel de ce processus est une opportunité unique de rejoindre l'élite administrative en toute transparence et égalité des chances. Grâce à cette application, le futur candidat et le futur candidat pourront créer de comptes. C'est une application personnalisée et suivre en temps réel tout le processus de soumission de leur candidature, mais également le processus de traitement. Les candidatures sont ouvertes via l'application MyENA jusqu'au 9 août 2025. Avec ce concours, l'ENA offre l'occasion à tous les jeunes de la République de concourir pour bénéficier d'une formation d'élite pour contribuer à la modernisation de l'administration publique congolaise. En Californie, aux États-Unis, les opportunités de la transition du monde vers l'énergie verte et durable qu'offre la République démocratique du Congo étaient sous le feu de projecteurs à travers DRC Forum. Lino Shumba, chairman de ce forum, pense que ces assises peuvent créer un pont entre la RDC et les USA. Séverine Pascal et Bijou Kamba. Du 26 septembre au 2 octobre 2025, la Californie, aux États-Unis d'Amérique, accueille la 2e édition d'IRC Forum California, une plateforme unique qui met la RDC en vitrine et la positionne comme pays solution dans la transition énergétique. Une action pour relier ces ressources critiques aux innovations du monde pour des partenariats durables et équitables. Les préparatifs de ce grand rendez-vous se tiennent à Kinshasa avec l'organisation de la Fédération des entreprises du Congo en partenariat avec African Equity Investment Group et le support de Silicon Valley. Lino Shumba, le chairman of DRC Forum USA, a rencontré le secteur privé pour un accès à un réseau exclusif d'acteurs économiques et institutionnels de la Californie et des États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo est un pays solution et joue un rôle primordial dans la transition du monde vers l'énergie propre, l'énergie verte, l'énergie durable. Donc il est important de mettre tous ces acteurs ensemble.
DRC Forum California permettra la création des alliances stratégiques qui peut transformer les opportunités en projets concrets entre les deux pays. J'aimerais juste rassurer à tous les participants pour la deuxième édition et surtout en Californie, là où se trouvent tous les grands startups du monde. Croyez-moi que tout ce qui est d'ici est vrai et va être fait. Le chairman Lino Shimba a eu une rencontre pour le même objectif avec le ministère et les institutions concernées. 1047 retraités de la minière de Bakwanga-Miba vont toucher leur indemnité de pension. C'est ce qui ressort des travaux mixtes au ministère du portefeuille, des mines, des finances et de l'UPG Miba. Les détails dans son reportage de Chimène Dondo. Plus de 8 millions de dollars américains seront débloqués au mois d'août pour apurer une partie de la dette sociale de la société minière de Bakwanga-Miba. 1047 retraités de cette société minière sont concernés par cette enveloppe. Pour la première fois, depuis plusieurs années, une dynamique concrète a engagé autour d'un enjeu humain et social majeur, la prise en charge effective des retraités de la MIBA. Donc la première tranche pourra intervenir dans les tout prochains jours pour que les retraités de la MIBA puissent être payés avant la fin de l'année. Le mot me manque, c'est la joie. De ces gestes, ça va mettre fin à la cascade des morts. Par manque de moyens de vie, tout ça, les gens ne faisaient que mourir, on allait de mort à mort, on a tant enterré. Un protocole d'accord a été signé à cet effet entre les gouvernements de la République, la Caisse nationale de sécurité sociale et la société minière de Bakwanga sous les auspices du ministère des Finances. Tout ce que nous pouvons faire, c'est remercier les parties prenantes, commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le chef de l'État, en dehors de ce qu'il vient de faire, n'oublie pas qu'il y a les personnels actifs qui continuent à mourir de faim. Sur base de ces instructions, le ministre des Finances était récemment en Bujimaï, où il a rencontré lui-même le retraité de la MIBA, à qui il a fait une promesse ferme, afin qu'il puisse connaître des jours paisibles, après avoir servi pendant autant d'années la République. L'unité de gestion MIBA a pour mission d'assurer la gestion fiduciaire du projet d'appui financier de l'État en vue de la relance des activités de cette société minière. Et ce véritable modèle de réussite industrielle et économique, la zone économique spéciale Kinmalebo a reçu la visite du ministre de l'Industrie, Louis-Watoum Kabamba. Image et commentaires. C'est jeudi 31 juillet 2025, la zone économique spéciale ZES de Kinmalebo, située dans la capitale congolaise, a une nouvelle fois reçu la visite de son Excellence Louis-Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Une visite de terrain qui s'inscrit dans la dynamique de suivi rapproché des chantiers industriels prioritaires du pays. Un briefing de travail lui a été présenté, retraçant les avancées notables enregistrées depuis sa première descente sur les lieux. Ces points d'étape ont mis en lumière les efforts constants déployés pour accélérer l'opérationnalisation de ces pôles industriels stratégiques. Le ministre Louis-Watoum Kabamba a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux et à la mobilisation des équipes sur terrain. Je dois avouer que je suis vraiment satisfait du progrès que j'ai trouvé ici. Nous avons trouvé les travaux pleinement très avancés. Le bitumage qui s'étale sur plusieurs kilomètres déjà ici, c'est ce que je vois. Mais également l'implantation des opérateurs économiques, des investisseurs, qui ont déjà pris des espaces, qui sont en train de s'installer. La ZES Kinmalebo devrait permettre la création de 6 000 à 8 000 emplois directs et indirects dans les secteurs de la transformation, de la logistique et des services industriels. L'inauguration officielle de la première phase est attendue avant la fin de l'année 2025, marquant ainsi un tournant dans la concrétisation de ces chantiers structurants. Il vient d'obtenir avec mention grande distinction le master en entrepreneuriat à impact à l'Université catholique au Congo. Au terme de 2 années d'études, l'honorable Jean-Marie Lukulasi avait défendu avec brio son mémoire consacré à la création efficiente de l'insécurité urbaine causée par les Kuluna à Kinshasa. Pour le premier diplôme au niveau national, la collation de grade académique a eu lieu en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Charmant Lelo.
C'est le couronnement d'un travail harassant mais passionnant. La lutte contre la délinquance juvénile à Kinshasa a été théorisée par Jean-Marie Lukulasi Masamba. Inscrit à l'Université catholique au Congo pour 2 ans d'études universitaires afin d'obtenir ce diplôme. Master en entrepreneuriat à impact. La clôture de l'année académique 2024-2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a révélé l'étudiant assidu qu'était Jean-Marie Lukulasi. La mention grande distinction lui conférée par le jury témoigne de la valeur sociétale de son mémoire. Gestion de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa, sujet pratique, innovateur et analytique de la société dont la défense a fait des émules. Devant les membres du jury, Jean-Marie Lukulasi a schématisé la démarche de la lutte contre les Kuluna menée depuis plus de 20 ans. Ce phénomène est né dans un contexte de chaos et de fondement de l'État vers l'an 2000. Sur des paramètres objectivement vérifiables, Jean-Marie Lukulasi Masamba a décliné sa théorie de cette démarche thérapeutique d'une société malade de sa jeunesse. Vous vous souvenez tous, il y avait un phénomène qu'on appelait phénomène Bombay dans la ville de Kinshasa. Nous avons éradiqué ces phénomènes par une forte communication. Pantois, mais émerveillés, les jurés avouent n'avoir pas connu dans le passé un étudiant d'une telle ténacité. Après ce master national au School of Management de l'UCC, un deuxième, cette fois international, est attendu pour octobre prochain. En attendant l'arrivée du nouvel aéroport de Ndjili, l'actuel doit être gardé en l'état et bien entretenu. C'est la perception de son commandant, Vicky Luindula, qui en un an a réalisé différentes choses en termes de réhabilitation. Edith Chala. En une année de travail, des réhabilitations ont été faites à l'aéroport international de Ndjili, de la toiture du pavillon présidentiel à la climatisation de l'aérogare modulaire, sans oublier l'assainissement. Vicky Luindula dit s'être aligné dans la vision de sa hiérarchie. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de matérialiser la vision du chef de l'État par le truchement de notre directeur général, Onango Mambaki. En une année, nous avons essayé de réhabiliter la toiture du pavillon présidentiel. On a essayé d'attaquer la climatisation, le système de climatisation de l'aérogare modulaire. Il y a les problèmes d'assainissement. Il fallait assainir le milieu pas seulement d'une manière esthétique, mais assainir le milieu avec la sécurité et la sûreté. Sans oublier le mur de clôture que nous étions en train de faire périphérie de l'aéroport. On est en train de construire, on a acheté les véhicules Flyco. Ce sont des véhicules qui font que sur la piste, on sache chasser les oiseaux. Ils sont peints en neuf. On a trouvé les carrousels où prennent les gens prennent les bagages qui étaient en état défectué. Ça nous a pris beaucoup d'efforts pour sa réhabilitation. Porte d'entrée de la capitale et de la RDC, l'aéroport de Ndjili doit donner une image d'un pays en mouvement, d'une économie en croissance. Et le FONAREV tient à la reconnaissance internationale du génocide congolais. Il a organisé un colloque qui a permis aux intellectuels, aux chercheurs, aux victimes et aux responsables politiques de réfléchir sur la démarche à suivre. Le colloque s'est refermé sur des recommandations pertinentes. José Baïtouambo, Eric Kabomba. Sur ces couloirs improvisés, deux tableaux alignés avec deux écrits en gras rappellent à tous les génocides commis sur le sol congolais. Un passé tragique et douloureux que le Fonds national de réparation des victimes des violences ne veut surtout pas oublier. Au terme de 3 jours de travaux de ces colloques internationaux qu'organisés avec la CIAVAR, les chercheurs, historiens et juristes ont mis en place des mécanismes nécessaires pour que ces atrocités soient reconnues au niveau international et ainsi rompre avec ces passés macabres. La première fois que les scientifiques congolais se réunissent pour évoquer cette question du génocide et les résultats ont été lus et j'invite tout un chacun de nous, lorsque les résultats seront publiés, à pouvoir s'en approprier. Des recommandations lues sous les regards admiratifs du directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, et de celui de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui ont tous deux rassuré de leur mise en application. Le président de la République l'a dit à maintes reprises.
Il ne peut y avoir de paix véritable sans justice, ni de réconciliation authentique sans vérité. Ce principe nous engage. Et cette politique nationale en est la traduction véridique, vraie et concrète. Elle nous invite à rompre définitivement avec les cycles de violence et d'impunité, à restaurer la dignité des victimes et à rebâtir la confiance entre l'État et ses citoyens. La tribune de ce colloque international a également offert un cadre à la présentation du livre « Politique nationale et justice transitionnelle en RDC, les options fondamentales ». Il a été porté sur les fonds baptismaux par le directeur de cabinet du chef de l'État. Un invité dans ce journal, il s'agit du directeur général adjoint du FONAREV, chargé de l'administration et des finances, M. Kevin Ngunga. Bonsoir, monsieur. C'est où Équateur? C'est où l'Équateur? Le FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, organise demain, le 2 août, la journée de commémoration du Génocoste. Cette année, ça sera la 3e édition. Et quelle en sera la particularité? La particularité de cette année, c'est qu'elle sera déjà organisée à Kinshasa, dans un lieu de mémoire qui a été érigé pour la cause, donc un mémorial du Génocoste. La deuxième particularité, c'est que au-delà d'être une simple commémoration, c'est un appel également solennel que nous lançons à ne jamais oublier, à ne jamais répéter, mais aussi pour les victimes à commencer à guérir. Et puis la troisième chose, c'est que, vous l'avez constaté, c'est que cet événement fait suite à plusieurs autres activités que nous avons lancées dans l'objectif pour cette année d'asseoir dans la conscience collective le concept du Génocoste. Justement, le FONAREV a déjà organisé plusieurs événements. Le dernier en date, le colloque international sur la reconnaissance des génocides en République démocratique du Congo et la table ronde nationale sur l'appropriation du génocide congolais. Que peut-on retenir de ces différentes assises et sur le plan national que sur le plan international? Alors ce qu'il faut noter, c'est que la table ronde sur l'appropriation du Génocoste était un moment fort parce que ça a permis de réunir les survivants, ça a permis de réunir les acteurs institutionnels autour d'un même objectif, donc d'une urgence absolue, celle de reconnaître notre histoire, de s'en approprier et de porter collectivement la mémoire des victimes. Et en ce qui concerne les colloques internationaux sur la reconnaissance cette fois-là des génocides commis en RDC, l'objectif était d'emmener notre combat à une dimension internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler du génocide n'est plus un sujet tabou. C'est que le génocide doit désormais s'imposer dans l'agenda de la justice internationale et dans la mémoire collective universelle. C'est très important, cette question de la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo. Avez-vous un message à nos milliers de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment pour cette journée de demain? Je pense que cette journée est très importante pour chacun de nous parce qu'il s'agit de notre histoire commune que nous ne devons pas oublier, mais cela doit nous permettre aussi à honorer la mémoire des personnes qui sont décédées, mais aussi des personnes qui leur ont porté secours. Et pour les victimes, j'aimerais lancer un message simple. Plus jamais vous ne serez seul parce que le FONAREV, la SIAVA, l'État congolais sont à vos côtés, donc plus jamais seul. Monsieur Kevin Ngunga, merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC pour passer ce message très important. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du FONAREV, chargé de l'administration et des finances. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons sa tournée dans la province de l'Équateur dans le cadre des vacances parlementaires. L'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, autorité morale de l'ANC, a effectué hier jeudi une visite dans le territoire de Bikoro, Mimi Etaka et Fiston Bokoua. Une entrée triomphale pour cette matinée politique du parti RDEV ce jeudi 31 juillet 2025. Cadres, militants, structures d'appui et fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo ont envahi l'avenue Mpolo à la permanence du parti pour réaffirmer leur attachement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à Jacques Kabula Katoé, gouverneur du Haut-Katanga. Koko Lukengu, secrétaire fédéral adjointe, a d'abord remercié les chefs de l'État pour sa marque de confiance envers son fidèle et meilleur élève Jacques Kabula, et c'est avant d'annoncer que ces derniers séjournent à Kinshasa où il est allé répondre à l'invitation de sa hiérarchie. Président de la République,
Nous disons sincèrement merci au président de la République. Merci surtout pour la confiance placée à notre président Jacques Aboula Katoué. Nous le savons tous, c'est bien lui son fils aîné en politique. Mes frères, souvenez-vous à la poste. Il sera porté en terre demain samedi à Lubumbashi. Jacques Mukaleng Makal, journaliste de renom à la RTNC, a tiré sa révérence le 21 juillet dernier à Kinshasa. Un dernier hommage lui a été rendu en la cathédrale du centenaire où plusieurs têtes couronnées se sont recueillies devant la dépouille de Mukubwa Jacques. Angèle Mabiala. Nous sommes à l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Les passagers quittent le bord de ce régulier des CAA et vont attendre les bagages. Parti de Lubumbashi il y a des décennies comme reporter dans la suite de musée Laurent Désiré Kabila, Jacques Mukaleng Makal revient sur ses terres dans une caisse. Une atmosphère lugubre plane sur Loano. Les membres de famille, les amis et connaissances sont rangés pour s'incliner devant la dépouille de Papa Jacques. Intense moment d'émotion et de tristesse. Pleurs et sanglots s'ensuivent à l'approche du cercueil. Puis, le cortège s'embrale vers la résidence familiale en empruntant le boulevard Lumumba, le boulevard Nsiri, passant par le rond-point 24, Bel Air, la Rouachi et Quartier 2. Sur ces différents parcours, les Louchois étaient figés. Ils ont appris par la voix des ondes que celui qu'ils appelaient affectueusement Ki PDG, Ki Mukubwa, a tiré sa révérence. Et voilà que son corps sans vie arpente les avenues de Lubumbashi ou Antanché. À la résidence familiale, on y pleure depuis la disparition du Papa Jacques le lundi 21 juillet dernier à Kinshasa, la capitale. La mélancolie était à son comble. Une douleur des plus vives. Et ce communiqué conjoint le 31 juillet 2025 des représentants de la République démocratique du Congo, RDC, et de la République du Rwanda, ainsi que les observateurs des États-Unis d'Amérique, de l'État du Qatar, de la République togolaise en qualité de facilitateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine ont tenu la première réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé à Washington DC le 27 juin 2025. Le comité conjoint de suivi chargé de servir de cadre à la mise en œuvre de l'accord de paix et à la résolution des différends. Il est responsable de la perception des plaintes relatives à toute violation de l'accord, de la prise des mesures appropriées pour y remédier et du règlement amiable des différends. Lors de cette première réunion, les partis ont désigné leurs présidents respectifs du comité, adopté les termes des références et qui régiront les réunions futures, discuter des progrès dans la mise en œuvre de l'accord et préparer la première réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. L'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont pris part à ces échanges afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les efforts de mise en œuvre et les initiatives en cours en faveur du dialogue et de la paix durable dans la région. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont tous deux exprimé leur reconnaissance pour les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique et du Qatar en tant que partenaires engagés dans la recherche d'une résolution pacifique.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mwanda, la ville côtière, dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jacques Mégé, demain 7h Eric Abamba. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi, Diane Balaka et Dichala, coordonné par Mireille Ndeke. À la réalisation, Rodé Panda, Ramadan Poki. Nous dédions ce journal à tous les parents de la RDC. Bonne fête de parents. Au revoir.